Les histoires de crimes, les crimes de masse, bien qu'ils soient jugés moralement comme étant répréhensibles, ne révèlent-ils pas ce dont sont capables les hommes avec un grand H? Pourquoi attisent-ils autant notre curiosité? C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de séries de crimes qui nous passionnent tant. Je pense notamment à Mindhunter, Jeffrey Dahmer ou même des enquêtes policières comme Faites entrer l'accusé. Et ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de savoir s'il existe des similitudes comportementales entre les femmes et les hommes dans le crime. Pour cela, on va s'intéresser principalement aux tueurs en série et tueuses en série. Dans notre société, on veut nous faire croire que les femmes et les hommes sont interchangeables. Or, il existe bien évidemment des différences entre les femmes et les hommes. On l'observe quand on analyse de plus près l'analyse comportementale entre les tueurs et tueuses en série. Pour situer le contexte des tueurs en série, il faut savoir que la décennie la plus fructueuse est celle des années 90, en tout cas aux États-Unis. Cependant, on observe qu'il existe une disparité géographique dans l'étude des tueurs et tueuses en série. Les États-Unis est évidemment le pays qui compte le plus de tueurs en série. Il faut savoir que les États-Unis sur la scène mondiale représentent 5% de la population. Pourtant, 76% des tueurs en série résident aux États-Unis. L'Europe, quant à elle, représente seulement 16% des tueurs et tueuses en série. Et dans ces 16%, on retrouve 13% de Français. Pour comparer, c'est 28% pour la Grande-Bretagne et 27% pour l'Allemagne. Alors, les pays qu'on appelle du tiers-monde représentent seulement 4%. En 1990, 19% des tueurs en série ont tué plus de 5 personnes, contre 43% en 1910 ou 38% en 1950. En revanche, les personnes qui ont tué 2 personnes représentent la part la plus grande de cette même décennie, avec 45%. Ça veut tout simplement dire que beaucoup de tueurs en série ont commencé pendant ces décennies-là, entre les années 80 et 90. Ces décennies sont marquées par l'apparition du sensationnalisme journalistique et par la suite avec des débats parallèles comme par exemple en France l'abolition de la peine de mort avec laquelle j'avais déjà fait une précédente vidéo. Et on remarque avec un autre graphique que la tangente par genre est assez constante, notamment chez les femmes. On a une légère hausse durant cette période prolifique pour les femmes. Surtout, ce qui surprend le plus, c'est la courbe chez les hommes. Le chiffre explose en 1980 avec pas moins de 915 tueurs en série recensés contre seulement 70 femmes. Et pour appuyer cela, 95% des tueurs en série sont des hommes. Alors oui, les hommes tuent davantage que les femmes. Dans le livre Murder Most Rare, The Female Serial Killer, on nous explique que les femmes sont davantage prudentes, plus discrètes dans leurs crimes. Par conséquent, si elles se révèlent plus discrètes, elles mettent plus de temps à se faire repérer par les services de police. Un homme, en général, met 4 ans avant de se faire arrêter, contre 8 ans pour une femme. En tout cas, on a réussi à avoir ces chiffres à travers une centaine d'affaires depuis les années 1900. Mais pour nuancer cela, on pourrait prendre l'exemple de Ed Kemper. Ed Kemper qui s'est rendu lui-même au service de police. Eric Hickey, qui est un professeur dans une université de Forensic Psychology, il a analysé la méthode opérée chez les femmes tueuses en série. Sur les 62 étudiées, voilà ses premières remarques. Donc 80% d'entre elles utilisent le poison comme méthode pour tuer, puis 20% pour les armes à feu. Chez les hommes, on retrouve en première position l'arme blanche avec pas moins de 80%, suivi d'environ 20% pour les coups violents adressés sur la tête, que l'on appelle d'ailleurs le matraquage. Alors maintenant, quelles sont les motivations? Puisqu'il y a une méthode qui est souvent accompagnée de motivation. Et les motivations sont elles aussi extrêmement différentes selon si nous sommes une femme ou si nous sommes un homme. Chez les femmes, c'est l'argent qui prédomine avec 74%. Je suis surpris d'ailleurs d'avoir retrouvé ce chiffre, mais 10% des femmes tuent pour avoir du sexe. Je me permets de préciser cet élément ici, mais aujourd'hui, il est vrai que les femmes ont un meilleur accès sur le marché de la séduction que les hommes. Il suffit de voir tout ce qui est misère sexuelle, etc. On retrouve des chiffres assez similaires entre le contrôle, le pouvoir et même l'excitation, qui tourne environ autour de 10%. Les hommes, quant à eux, en première motivation, c'est le contrôle qu'ils peuvent avoir sur les victimes. L'exemple qui me vient en tête, c'est celui de Richard Cottingham, qui avait une réelle jouissance dans le contrôle qu'il pouvait avoir sur les victimes. Vous aimiez torturer vos victimes? J'adorais ça. C'était un jeu. Ce que je recherchais, c'était une sensation de pouvoir. Le pouvoir de tenir la vie de quelqu'un entre ses mains. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que d'avoir le contrôle absolu sur la vie de quelqu'un.
Mais d'autres statistiques viennent appuyer ce que je viens de vous dire. Sur plus de 3000 tueurs en série depuis les années 1900, eh bien on retrouve en première position l'excitation comme principale motivation. Ensuite, il y a un rapprochement qui a été établi entre la méthode d'assassinat et l'évaluation du QI. On a remarqué que ceux qui confectionnaient par exemple des bombes, qui les confectionnaient et qui utilisaient ce moyen pour tuer des personnes, eh bien ils avaient un QI de 140. On a remarqué cependant que ceux qui avaient le moins de QI, c'était les personnes qui tuaient de manière complètement désorganisée et de manière très directe. D'autres stats, mais on a ceux qui empoisonnent, qui ont un QI généralement évalué à 100. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la méthode utilisée chez les femmes et la méthode utilisée chez les hommes. Et on pourrait voir leur méthode d'assassinat et du coup vous comparer aussi le QI des femmes et le QI des hommes, ce qui pourrait être intéressant de voir. Des typologies ont été dressées pour catégoriser les tueuses en série. Donc on a les crimes extrêmement bien organisés, méthodiques, qui ont été étudiés, réalisés d'une main de maître. C'est l'exemple parfait de Belle Gunness qui compte pas moins de 49 victimes. Puis on a les crimes qui sont inorganisés, c'est-à-dire qui sont sous l'ordre de pulsions, qui ne sont absolument pas réfléchis comme je vous ai dit précédemment, et qui sont orchestrés sans raison. C'est le cas de Bobby Souterel qui a tué une dizaine de personnes âgées dans la maison de retraite là où elle travaillait, alors qu'elle était schizophrène et souffrait du syndrome de Munchausen par procuration. Alors du coup, il serait intéressant de savoir quelles sont les victimes de ces tueurs et tueuses en série. Donc la majorité des victimes sont souvent des blancs, que ça soit pour les femmes ou chez les hommes. Une idée reçue, ça serait que les femmes soient beaucoup plus victimes que les hommes. Or, on a remarqué, d'après ces statistiques, que la part des femmes victimes représente environ 51%, contre 48-49% chez les hommes. La tranche d'âge souvent impactée chez les tueurs et tueuses en série, c'est la tranche d'âge 10-30 ans qui compte à eux seuls 60%. Voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement.